Je vous montre un film de grand photographe qui s'appelle Armin Linke, un photographe à la fois allemand et italien, sur les Alpes, pour introduire, en vous faisant attendre patiemment jusqu'à 18h30, au fait de voir le paysage de l'intérieur. Donc on est dans les Alpes, le film dure 1 heure, on est entièrement dans les Alpes en permanence, mais on ne voit jamais les Alpes, on voit les constructions de spectacles. Nous sommes ici dans les bunkers suisses, les fameux bunkers suisses. Il s'agit de former l'armée suisse et donc de réutiliser les bunkers qui sont très nombreux, comme vous le savez, en Suisse. Je vous remercie. Le film que vous voyez donc de Armin Linke, et je n'ai pas le temps de le montrer entier, c'était aussi pour vous faire patienter, mais pour introduire au problème à la fois du paysage et du territoire. Dans ce film qui s'appelle Alpi, on ne voit les Alpes que de l'intérieur. Le seul moment où on sort, c'est quand des touristes japonais parviennent à la Jungfrau. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent, peut-être vous l'avez vu au début, en plein brouillard. Et donc on ne verra jamais la Jungfrau, mais on voit tous les espaces dans lesquels les Alpes eux-mêmes sont en quelque sorte intériorisés. Je vous montrerai un autre bout du film tout à l'heure, avant l'exposé. Donc j'ai intitulé mon exposé Paysages et territoires, ou territoires en lutte. Si vous allez écouter mon ami Gilles Clément bientôt, vous saurez pourquoi les territoires sont toujours en lutte. Et d'essayer de faire un peu un contraste entre, disons, la tradition du paysage et le retour du territoire, au fond, et le retour du territoire en lutte. Comme je connais peu vos spécialités, je vais essayer de parler, disons, 40 minutes, et pour essayer ensuite, dans la discussion, d'avancer sur ces différentes questions. Donc je vais un peu à la pêche à vos intérêts par une série d'images, non pas simplement parce que je suis dans une école d'art, même si je dirige moi-même une école d'art politique à Sciences Po, mais parce que beaucoup de ces questions autour du paysage et du territoire dépendent des arts, au sens large du terme. C'est d'abord une question qui intéresse la politique. Comme vous le savez, je parlerai à la fin de mon exposé de la conférence climat de Paris en décembre. Et vous voyez là un double problème de politique et d'art. Il s'agit d'une œuvre d'art de Armin Linke, le même artiste que celui qui a pris le film que je vous ai montré en introduction, sur cet endroit tout à fait bizarre, qui est le siège en décembre 2013 d'une des COP, donc le même principe que celle de Paris en 2015. Celle de Paris en 2015 sera au Bourget. Les architectes sont en train de construire l'espace dans lequel on va pouvoir réunir 40 000 diplomates du monde entier pour essayer de résoudre ou d'avancer sur la question du climat. Et vous avez ici une illustration des problèmes que peut poser d'abord ce genre de réunion, tout simplement la logistique de 40 000 diplomates. Comme Varsovie n'avait pas d'endroit assez vaste pour recevoir les diplomates, ils ont construit à l'intérieur du stade, vide. Je ne sais pas, ceux qui sont au fond peuvent peut-être croire que le stade est rempli de fans enthousiastes qui sont en train de faire des hollas pour soutenir les diplomates, mais le stade est, pour ceux qui sont prêts, n'ont pas de doute là-dessus, est entièrement vide. Et c'est juste un espace à l'intérieur duquel on a construit un préfabriqué, air conditionné, à l'intérieur duquel on chauffe les diplomates. On est en décembre à Varsovie, donc il fait assez froid, pour essayer de disons, de les préparer à l'opération diplomatique. Donc c'est assez illustratif du problème de la politique des territoires, disons au sens large du terme. Mais c'est aussi une question qui intéresse les militants. Vous avez ici une image que j'ai prise dans la grande manifestation sur le climat qui a eu lieu à New York en septembre 2014, une des rares manifestations, la plus grande manifestation politique de New York, et qui était, et ça peut intéresser ceux qui organisent des manifestations, organisée par un truc très, très malin. C'est que chaque segment de cette
démonstration qui faisait une dizaine de kilomètres était séparée par des slogans différents. Chaque segment avait un slogan. Et donc vous décidiez, en fonction du numéro de la rue de New York, où vous sortiez du métro, que vous alliez soutenir plutôt tel slogan ou plutôt tel autre. Et ici, c'est un slogan sur lequel je reviendrai parce qu'il est très intéressant pour les territoires en lutte, c'est « Nous savons qui est responsable ». Et donc les questions de climat, les questions de domination de la terre, les questions d'occupation du sol ne sont pas des questions, disons, sympathiques, ne sont pas des questions qui apaisent, ce sont des questions qui définissent des amis et des ennemis, disons, ce sont des questions éminemment politiques. Et donc de savoir qui est responsable, ça veut dire que nous ne sommes pas tous également responsables de la transformation de la planète. C'est une question qui dépend d'un certain nombre de personnes plus responsables que d'autres, et nous savons qui ils sont, disent les militants de cette manifestation à New York, cette marche pour le climat. Au même moment, la marche pour le climat qui avait lieu à Paris n'était pas très nombreuse. Mais c'est évidemment aussi une question qui intéresse beaucoup les artistes. Et je pense que c'est important dans une école d'art de savoir, mais je suppose que vous le savez très bien et que vos professeurs vous l'enseignent, l'extraordinaire activité des artistes autour de ces questions de représentation des nouveaux territoires et des oppositions entre ces territoires. Il s'agit là, au milieu de ce ballon qui est gonflé par de l'air. Le ballon lui-même est fait de sacs plastiques, de déchets récupérés un peu dans le monde entier, cousus et pas cousus mais collés par des bandes, et qui sert à faire un ballon qui s'envole dans les différents pays où va Thomas Saraceno, qui est un des artistes, disons, écologiques, si on peut utiliser ce terme, d'écologie politique. Et chacun de ces sacs est signé par les gens avec lesquels il a construit le ballon. Celui-là venait de la dernière COP et allait partir à Lima, à la COP de décembre dernier, de 2014, et il a été, s'est envolé avec de l'air chaud au soleil levant au moment de la conférence de Lima. Et c'est aussi un espace à l'intérieur duquel on se situe. Donc c'est une œuvre qui a la fragilité et en un certain sens la beauté. Malheureusement l'image n'est pas, les couleurs sont pas très bonnes, mais c'est une assez belle œuvre. Et à l'intérieur, vous voyez les élèves de ce groupe d'art politique que j'ai créé à Sciences Po, des gens tout à fait divers. Il y a des philosophes, des artistes, des anthropologues et au moins 2 climatologues dans cet espace que j'ai créé à Toulouse autour de la question de ce terme sur lequel je vais revenir dans un instant, qui est l'Anthropocène. L'Anthropocène, qui est une autre image de ce même lieu à Toulouse, aux abattoirs, avec cette fois-ci une œuvre d'Adam Lowe, sur laquelle je reviendrai, qui essaye de nouveau un artiste, très important artiste pour moi, qui est à Madrid, à Factum Arte, et qui essaie de retravailler la question de la représentation de l'espace, et en particulier du territoire, en inventant des nouvelles formes de projection. Vous la voyez au premier plan, mais je reviendrai sur elle plus tard, car elle m'intéresse. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est quand même très intéressant pour l'époque à laquelle nous vivons, une question qui intéresse directement les scientifiques. Pas tous les scientifiques, mais les scientifiques qui travaillent, disons, sur la Terre, c'est-à-dire quand même pas mal de scientifiques, venant de géochimie, de sciences de la Terre, de la climatologie évidemment, de la mer, des sols, l'agriculture, les jardins, si on peut mettre Gilles Clément à l'interface entre art, politique et sciences, et qui tourne autour de cette question de l'Anthropocène. Voilà le numéro de la revue Nature qui est sorti il y a 3 semaines. Et vous le voyez, il est illustré. Bon, c'est pas une œuvre d'art ébouriffante, c'est celle que j'ai proposée pour l'affiche pour annoncer ce séminaire, mais c'est quand même intéressant d'imaginer qu'une revue scientifique, qui elle-même s'appelle Nature, la grande revue scientifique anglaise, illustre son propos par un être complètement bizarre. Si vous regardez bien, il a sur l'épaule, c'est un homme d'abord, ça c'est quand même assez intéressant,
c'est un homme, un mâle, je veux dire, man. Il a une bombe atomique qui explose sur une épaule, il a les entrailles qui sont faites de puits de mines, il a des usines sur le bras droit, de la faune et de la flore sur le bras gauche. C'est un monstre quand même bien intéressant, surtout que c'est pour illustrer un numéro de Nature qui s'appelle l'époque de l'humain, ce qui est assez curieux en 2015 de dire l'époque de l'humain. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, comme le sous-titre l'indique, de définir l'Anthropocène. Et l'Anthropocène, qui est aussi le titre de l'exposition que j'ai faite à Toulouse aux abattoirs, c'est une période de l'histoire géologique, d'après les géologues et les scientifiques de la Terre, qui met l'humain, c'est-à-dire vous et moi et nous, collectivement, en masse, en bloc, comme les agents responsables de l'histoire géologique. Donc c'est une nouveauté suffisamment frappante pour que ça fasse la couverture de Nature au début à la fin du mois de mars. Donc ce qui est très intéressant là, c'est que cet Anthropocène, là c'est une image d'illustration qui n'est pas dans l'article, mais pour vous situer de quoi il s'agit, vous reconnaissez des choses que vous avez tous appris à l'école, que vous soyez jeune ou vieux, c'est-à-dire des époques géologiques généralement longues. Mais là, il s'agit d'une époque géologique extrêmement courte, puisque c'est une époque qui occupe en gros le trait de plume en bas, c'est-à-dire la période dans laquelle nous croyions que nous étions, qui s'appelle l'Holocène, qui est une période qui a 12 000 ans, les derniers 12 000 ans, qui sont d'une période relativement calme, du point de vue de l'agitation terrestre, et ils essayent de mettre une toute petite période dans les 100 dernières années, ou 80 dernières années, ou 2000 dernières années. Il y a une dispute assez féroce, comme seuls les scientifiques sont capables d'avoir sur cette question, qui s'appellerait, d'après eux, Anthropocène, anthropos pour l'humain, et scène, comme beaucoup d'époques géologiques, pour dire nouvelle période qui définit, disons, les périodes géologiques d'une histoire, évidemment, qui prend des milliards d'années. Donc vous imaginez l'étonnement, la perplexité, la confusion des scientifiques géologues qui travaillent sur toutes ces immenses périodes que vous voyez se dérouler en spirale et qui sont obligés de s'intéresser à un nouvel acteur géologique particulièrement étrange et puissant qui s'appelle cette fois-ci non pas les volcans, non pas la tectonique des plaques, non pas les météorites, mais les humains qui, en bloc, leur industrie et leur agriculture, définissent et déclenchent des forces d'érosion, de modification des roches, de modification du climat, nous le savons tous, mais aussi de modification, ce que nous savons moins, de l'océan, à des échelles qui sont, disons, qui n'étaient pas visibles dans les époques précédentes, avec des agents, disons, qu'on appellerait naturels. Donc ils sont assez perplexes, vous l'imaginez bien. Mais vous comprenez que du coup, que la notion de paysage, c'est-à-dire cette peau vue par des humains et organisant quelque chose qui ressemble à un spectacle, ne correspond plus guère à une situation où des scientifiques essayent d'imaginer une force géologique à l'œuvre sur la Terre de l'ordre de l'Anthropocène. C'est pour ça que je propose de passer d'une définition, disons, relativement calme du paysage à une définition plus agitée, plus politique aussi, plus conflictuelle de l'Anthropocène. Inutile de dire que l'Anthropocène est une notion disputée. Elle n'a pas été décidée d'ailleurs. On reviendra peut-être là-dessus dans la discussion que nous sommes à l'époque de l'Anthropocène. Mais ce qui est intéressant dans cette idée, c'est que ce sont des géologues qui enregistrent par leurs instruments nombreux, géologues, climatologues, pédologues, etc., qui enregistrent par leurs instruments une modification dans les réactions de la surface terrestre à nos actions collectives.
Et donc, je mets en face, pour faire un point assez rapidement, trop rapidement évidemment pour ceux qui font de l'histoire politique, deux images, celle de droite et celle de gauche, qui en fait adressent à deux époques différentes, celle de droite au XVIIe siècle et celle de gauche au XXe, des problèmes qui ne sont pas si différents. Vous avez à droite cette célébrissime illustration demandée par Thomas Hobbes pour illustrer la page de garde de ce livre fondamental pour l'histoire européenne qui est le Léviathan. C'est un terme assez curieux, mais qui organise, disons, notre théorie de l'État, notre idée de l'économie et très largement, ça c'est une chose qu'on sait un peu moins, notre idée aussi du paysage, c'est-à-dire du pouvoir sur le paysage. Pourquoi ? Parce que Hobbes travaille au début du XVIIe siècle, à la fin de 30 ans de guerre de religion abominable, qui ressemble beaucoup à la situation actuelle en Syrie ou en Libye, alors que ça se passe en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., et construit une théorie de l'État et de l'ordre politique, mais pas simplement politique, de l'ordre aussi économique et de l'ordre physique très particulière qui exige un certain nombre de contraintes à la fois sur l'interprétation de la religion et sur l'organisation du paysage, c'est-à-dire une stabilité qui est d'ailleurs magnifiquement illustrée par ce personnage étrange que vous voyez là-haut, en haut, c'est un personnage composite. Il y a un très beau article d'un grand historien de l'art, Gamboni, sur sa question de la composition de ce personnage. Je connais 5 livres entièrement sur cette image, donc c'est une image il y a des historiens d'art parmi vous, je m'excuse d'aller si vite, c'est un grand sujet d'histoire de l'art. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contraste avec l'autre que je vous ai montré déjà, où cette fois-ci, on a un monstre aussi, collectif, mais qui n'a pas du tout les mêmes qualités, il est plus social. Ce n'est pas un monstre fait de petits hommes, c'est un monstre qui assemble de briques et de brocs dans un tout à fait grand désordre des personnages venant du monde social et du monde naturel et du monde technique. Tout ça complètement mélangé et complètement chaotique. Et je voudrais faire le contraste entre ces deux images. Du temps de Hobbes, on construit une scène pour stabiliser la société et stabiliser la nature, le grand thème que vous connaissez sûrement si vous savez qui est Thomas Hobbes, c'est le passage, on sort de l'état de nature pour rentrer dans un état, l'état proprement dit, l'état ordonné, une loi et un pouvoir souverain. Et puis vous avez de l'autre côté une surprise, un monstre qui apparaît, qui n'est pas aussi une grande œuvre d'art que celle du frontispice de droite, mais qui est bien intéressante quand même, qui est la surprise d'essayer que des scientifiques se posent la question, qu'est-ce qui se passe dans la définition de l'ordre social et de l'ordre moral quand la Terre, que nous avions considérée avant comme étant stable, comme n'ayant pas de réaction à nos actions, sinon justement sous la forme d'un paysage de plus en plus artificialisé, mais il s'agit là de toute autre chose, il s'agit d'une réaction complètement surprenante de la Terre aux actions des humains. Donc une rétroaction imprévue, quelle que soit l'immense littérature sur le paysage et l'invention du paysage à la fois en peinture, je vais y revenir là-dessus, et le paysage au sens d'organisation de l'espace géographique. Il y a une littérature immense sur cette question. On voyait bien l'action des humains pour artificialiser, modeler le paysage, mais on n'avait jamais enregistré ce qui est représenté, modifié dans ce thème de l'Anthropocène, qui est la réaction de la Terre à nos actions. On savait que si on faisait des erreurs dans la plantation de telle ou telle herbe ou de tel ou tel arbre, on allait entraîner telle ou telle transformation. Mais pas l'idée que aller nous revenir dessus sous la forme
d'une transformation géologique et climatologique de longue durée, peut-être de très longue durée, les actions des humains. Donc c'est pour ça que je voudrais faire le contraste. Le paysage, c'est l'action des humains sur la nature, mais l'Anthropocène, c'est la rétroaction, on ne peut plus parler vraiment de nature, mais de la Terre, sur les actions des humains. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup moins ordonné. Quand on voit le frontispice de Hobbes, même si vous ne connaissez pas le livre, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de rigoler quand on est devant le Léviathan de Hobbes. On a l'épée du pouvoir absolu et la crosse du pouvoir spirituel lui-même indiscutable, et c'est ça qui tient les citoyens. Quand vous regardez l'image de gauche, ce personnage a l'air d'hésiter. On ne sait pas très bien ce qu'il veut. En plus, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il ait un peu la tête penchée et les bras ballants, et qui vient vers vous un peu comme un zombie. Il n'a pas de tête en plus, c'est assez amusant. C'est pas qu'il y a le titre qui couvre dans l'image que je vous ai envoyée, j'ai fait découper l'image elle-même. C'est pas que le titre couvre les yeux, il est aveugle. Donc vous voyez que les problèmes de territoire et de politique de la terre, disons, sont un peu plus compliqués que ceux qu'on imaginait avant. Et donc ça nous intéresse de revenir un peu en arrière sur l'histoire de la notion même de paysage. Et là, je me fonde sur une série d'articles par Kenneth Olvig, que je ne connaissais pas, mais que je vais inviter récemment à Paris, parce que c'est toute une série de travaux très intéressants sur l'invention du terme même de landscape, qui existe dans toutes les langues nordiques et allemandes, et qui est en fait pas du tout ancienne. Ou plutôt, il y a un ancien sens du mot paysage, la traduction française de landscape ou landschaft. Et ce paysage avait comme particularité d'être quelque chose qui ressemblerait assez à ce que nous appelons maintenant terroir, mais pas du tout quelque chose qui est le paysage de ce qu'il vient au XVIIe siècle. Et la date, il faut me croire, parce que je fais confiance à M. Olvig, la date du changement de sens du mot paysage, c'est 1605, dans une très curieuse pièce de théâtre. J'ai pensé que ça intéresserait dans une école d'art ce lien, qui évidemment d'innombrables exemples, mais vraiment intéressant, qu'un terme aussi fondamental que paysage vient d'une invention d'un metteur en scène et d'un scénariste, Ben Jonson, et de son scénographe, Indigo Jones, sous la forme des masques, qui est un terme technique d'histoire du théâtre, dans une pièce très bizarre, dont j'avoue que j'ai peine à comprendre de quoi il s'agit, le Mask of Blackness, qui est une espèce de fantasmagorie que nous dirions maintenant raciste, mais qui, à l'époque, évidemment, c'est pas du tout le même sens, sur, disons, la colonisation, l'Afrique, l'Angleterre, la découverte des mondes, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, se construit l'idée qu'un paysage, c'est ce qui est regardé sur la scène d'un théâtre, mis en scène sur la scène d'un théâtre, et dominé du regard à partir de la position d'un prince ou d'un roi ou d'un maître qui organise simultanément ce qu'il voit en perspective et ce qu'il domine par, disons, la carte. Donc c'est une invention simultanée d'une certaine forme de pouvoir, d'une certaine forme de perspective, d'une certaine forme de cartographie et d'une certaine forme de théâtre. Évidemment, dans la tradition française un peu postérieure, à la fin du siècle, ce serait typiquement ce qu'on voit dans la constante scénographie théâtrale et politique du pouvoir du roi Soleil, par exemple, pour nous. Mais l'histoire est un peu plus ancienne et début du XVIIe siècle, d'après Olvig. Et cette idée de vue cavalière, dans tous les sens du mot, avoir une vue cavalière de quelque chose, c'est-à-dire cet intermédiaire entre ce qu'on voit du château
et des perspectives fuyantes et le pouvoir qui délimite son domaine, et simultanément la vue cartographique. Et vous le savez qu'il existe une immense littérature d'histoire de la cartographie sur cette question. Donc territoire va se trouver sous la dépendance du paysage. C'est-à-dire que le paysage va tenir en quelque sorte, pas tout à fait en esclavage, mais en tout cas en domination, la notion de territoire. Le territoire va devenir simplement, au fond, ce qui est soit représenté comme un spectacle de la cité idéale, soit quelque chose qui est activé par le paysage. Complètement différent, et ça c'est un extrait du même numéro de Nature, complètement différent du territoire tel qu'il arrive maintenant dans notre société, dans notre débat public, illustré, je trouve, assez bien par cette image. De nouveau, ce n'est pas une grande œuvre d'art, c'est des illustrateurs de revues scientifiques, mais qui est drôlement intéressante aussi, où vous avez une vision très difficile de faire rentrer dans une notion de paysage, qui est un visage humain, lui-même complètement stratifié, sédimenté par des éléments venant de la géologie, d'ailleurs souvent de la géologie profonde, des couches assez profondes de la Terre, avec des fossiles, vous voyez, toute une espèce de sédimentation, quelque chose, un être de nouveau hybride, typique de la situation de l'Anthropocène, qui n'est pas l'humanisation d'un paysage, qui est plutôt le devenir pierre et roche d'un visage humain. C'est assez bizarre, même s'il existe dans l'histoire de l'art beaucoup de précédents de ces images composites. Mais en même temps, quelque chose qui n'est plus de l'ordre d'un paysage qu'on regarde de loin, à partir d'une position de pouvoir, mais qui occupe quelque chose comme le titre de l'article dit, l'homme de terre, l'homme terrestre. C'est quand même une drôle de figure, un homme terrestre, sédimenté. Vous voyez que ça capture l'imagination de l'illustrateur, probablement au-delà des capacités d'instruction des scientifiques qui lui ont demandé de faire l'illustration de son papier. Donc on voit qu'on est dans un tout autre paradigme, dans une toute autre situation que celle à laquelle nous sommes habitués par toute une histoire de la cartographie, et en particulier par cette enquête qui est maintenant bien connue par des historiens de la cartographie comme Farinelli en Italie, Lusso en France. Il y a beaucoup de géographes qui ont travaillé la question. Ce que nous appelons territoire dans la période XVIIe siècle, XXe siècle, c'est en fait un effet de la carte. La carte n'est pas ce qui cartographie un territoire qui serait déjà là, c'est l'inverse. Nous n'avons de notion de territoire pendant cette période que l'effet rétro-projeté, si on peut dire, du travail cartographique. Dans un article que j'ai fait il y a quelques années, j'avais illustré cette situation avec ces espèces d'opérations assez maintenant évidentes, mais qui à l'époque paraissaient encore troublantes, qu'au fond, la carte, le territoire, c'est vraiment la carte. Contrairement à ce qu'on dit, il ne faut pas confondre la carte et le territoire. En fait, on a confondu pendant cette période la carte et le territoire. On part de la cartographie et on définit un territoire qui ressemble donc à la carte. Et ensuite, on a l'impression inverse que la carte ne fait qu'enregistrer des propriétés qui appartenaient au territoire. Mais tout ça, si on peut dire, ça marchait dans une période où l'acteur principal qui organisait et répartissait les forces de ce qu'on pouvait appeler un paysage regardé par l'œil, et l'œil généralement du maître, soit dans un spectacle, soit en haut dans une carte, était stable. De nouveau, la situation dite d'anthropocène modifie assez considérablement cette
cette situation. Autrement dit, on est sorti, et je donne à des... Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent cette œuvre de Jeff Wall, qui est une des grandes œuvres de ce grand artiste. C'est une photographie, mais c'est presque une peinture, ou c'est une peinture et une photographie. On est sorti de cette situation que je trouve admirablement étudiée, analysée par Jeff Wall dans cette œuvre d'un dessinateur, c'est-à-dire on est en face d'un objet, en l'occurrence il s'agit d'une momie, et on est en train d'en faire une copie aussi exacte que possible, de façon à en capter la forme, qui est quand même une relation assez étrange avec le monde réel. Il est assez rare de se trouver en contact avec une main ou un bras dans une situation pareille, assis, éclairé, calme, lumière du nord, comme les studios, je suppose, de cette école l'exigent pour dessiner, regardant, avant de le capter, un bras de momie, elle-même montrée sur un fond qui se détache. On comprend bien que l'esthétique propre à cette situation, et qui est l'objet évidemment de cette œuvre. Je rappelle que Jeff Wall est aussi un grand historien lui-même de l'art, un grand critique d'art, donc il est doublement intéressé à montrer dans son œuvre d'art l'étrange bizarrerie de cette situation d'observation. C'est un rapport disons, de l'objet et du sujet qui est évidemment bien étrange. Mais on remarque que si vous commencez à vous intéresser à la situation des paysages, comme dans le film de Armin Linke que j'ai montré, des tas d'autres situations de saisie se présentent. Par exemple, est-ce que ça c'est un paysage? Ben, oui, c'est un paysage de données. C'est un paysage de données à l'intérieur d'une salle de contrôle d'une centrale nucléaire, russe en l'occurrence, toujours par Armin Linke, qui est un spécialiste de la photographie artistique de ces lieux assez peu analysés d'habitude, que sont ce que j'appelle les oligoptiques, c'est-à-dire non pas les panoptiques, mais les oligoptiques, et qui donne des paysages, mais des paysages où on n'a pas accès à l'extérieur. Des paysages où l'on voit des capteurs, on voit des données, et si vous réfléchissez au temps que nous passons devant nos ordinateurs, vous vous apercevrez qu'en fait, c'est plutôt ça que nous appelons maintenant des paysages. Et c'est pour ça que le film d'Alpi est aussi fort pour moi. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, en fait, à l'intérieur de lieux où on regarde. On a l'œil, pas forcément sur des écrans, mais sur ce qu'on appelle des oligoptiques. Voilà un autre, là, tout à fait magnifique, toujours par Armin, qui est le système de surveillance du volcan du Vésuve par les sismographes italiens. Est-ce que c'est un paysage? Oui, il y a plein de paysages dedans, mais c'est des écrans, et évidemment, c'est aussi un système de soins, d'enregistrement des tremblements du volcan Vésuve. Donc on est à la fois dans une situation qui est en fait assez fréquente maintenant. On regarde un paysage, mais on en enregistre les modifications, les tremblements, et éventuellement pour envoyer des équipes de secours, ou en tout cas de prendre des précautions multiples en cas d'agitation. Est-ce que ça c'est un paysage? C'est un paysage, un système d'analyse de données ajusté au suivi soigneux d'un être qui réagit assez rapidement, non pas en l'occurrence aux actions des humains, mais à sa propre humeur, puisqu'il s'agit d'un volcan. Les humains n'ont pas encore eu la responsabilité d'intervenir sur l'action des volcans. Mais je signale, c'est un chiffre qui peut vous étonner, mais que l'action des humaines en termes d'énergie, comptée en térawatts, est très supérieure par contre à celle des volcans. Les volcans sont très puissants, mais ils agissent quelques minutes, quelques heures. Nous sommes moins puissants, mais nous agissons 24 heures sur 24, l'agriculture, l'industrie, le transport. Et donc en termes de quantité d'énergie développée sur la planète, nous sommes beaucoup plus puissants que les volcans. Et évidemment, beaucoup des paysages que nous analysons sont des modèles réduits. Et Armin a fait toute une enquête très passionnante sur ces modèles réduits. Là, vous voyez
c'est d'ailleurs extrait du film Alpi, une quantité phénoménale de paysages sont en fait des modèles réduits dans des espaces clos à l'intérieur duquel on simule ou on étudie les réactions possibles de l'échelle 1. Il s'agit ici d'un laboratoire d'hydrologie pour essayer de comprendre comment on peut limiter les inondations. Donc, est-ce que c'est un paysage? Oui, c'est un paysage, mais à l'intérieur d'un laboratoire transformé en modèle réduit pour ensuite aller analyser l'échelle 1. Et évidemment, le cas le plus exemplaire, c'est une œuvre que nous avons commandée à Sciences Po, à Armin Linke. Je suis très fier de cette commande. C'est une des grandes œuvres qu'on voit à la bibliothèque de Sciences Po. Le paysage absolument essentiel aujourd'hui, c'est le paysage de données financières dans ce lieu tout à fait bizarre qu'on appelle une salle de marché, et où vous avez des êtres eux-mêmes assez bizarres, dopés à la testostérone et à l'héroïne et à la cocaïne, qui constamment agitent, en prenant des décisions, des données sur, disons, des milliards de nos argents, enfin, probablement pas nos argents, mais l'argent des autres, disons. Et l'œuvre, vous remarquerez, est superbe, y compris si vous le voyez bien le détail. J'espère que le petit miroir en haut, qui est un rappel direct de l'histoire de l'art la plus classique, qui permet aux traders de voir aussi ce que font les traders qui sont derrière lui. Est-ce que nous sommes dans un paysage? Oui, on est dans un paysage, mais un paysage de données financières, dont l'impact, l'effet sur nos existences est très supérieur, évidemment, à beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des paysages classiques. Et donc, pour finir cette deuxième partie, je voudrais montrer un exemple de nouveau de Thomas Saraceno, d'une transformation complète du sentiment d'être dans un lieu ou un paysage. C'est une œuvre montrée à Milan, assez complexe. C'est moi qui fais l'image, donc la vidéo est mauvaise parce que je ne suis pas moi-même un artiste. Mais ça va vous donner le sentiment de cette espèce de présence au monde pour lequel Thomas Saraceno est tellement bon, qui est, nous sommes dans un espace pressurisé. Donc chaque fois qu'on rentre à l'intérieur de la salle, on modifie la pression de tous ceux qui se trouvent en quelque sorte suspendus à ces espèces de pellicules superposées. Et on ne peut se déplacer dans ces pellicules en faisant des roulades, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas être debout. Et lorsque vous êtes seul dans une de ces enveloppes, vous êtes en quelque sorte sucé par l'enveloppe, et vous ne pouvez plus parvenir à bouger. Au point que le service de sécurité exigeait qu'il y ait un alpiniste avec des cordes en permanence dans la salle pour pouvoir aller rechercher les visiteurs qui se seraient tellement enfoncés dans le plastique qu'ils ne pourraient plus en ressortir. Donc c'est un peu un devenir mouche. Vous voyez, c'est ce que vous faites avec vos papiers mouches l'été pour éviter d'être envahis. C'est pas un sentiment super agréable, même si beaucoup de gens trouvaient ça très drôle. J'avoue que moi j'étais complètement angoissé dans cet espace. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas tenir. Vous ne pouvez pas vous tenir debout. Vous êtes obligé de négocier le déplacement dans l'espace. Et de ce point de vue-là, c'est une œuvre très puissante pour nous ramener à la situation nouvelle d'être dans un territoire dont la stabilité que permettait justement la notion de paysage ne permet plus. Donc la stabilité, le fait de se tenir dans un lieu et de pouvoir le regarder, ça c'est une façon qui n'est plus forcément la façon dont nous nous tenons dans le monde. Je m'excuse pour la mauvaise qualité de ces images. J'ai aussi d'ailleurs ce genre de... Je multiplie les médiums parce que je ne sais pas ce que vous travaillez ici particulièrement, et puis je pense que c'est intéressant de comparer des médiums complètement différents, mais dans le théâtre, c'est une pièce de théâtre que nous avons fait avec un collectif qui s'appelle Gaia Global Circus et qui tourne un peu partout. On a essayé de rendre compte de cette situation d'incertitude du paysage et de transformation, de passage du paysage au territoire,
par le fait que l'acteur principal de la pièce, c'est cette espèce de ballon, de voile suspendu par des ballons d'hélium et qui donne une action permanente, comme si le décor lui-même était monté sur scène, ce qui est au fond la définition même de l'Anthropocène. Être dans l'Anthropocène, c'est de dire, c'est pas des humains qui sont sur Terre, c'est des humains qui ont une histoire dans une Terre dont ils font aussi l'histoire, y compris l'histoire rocheuse. Quand même une transformation assez sensationnelle de notre existence. Et donc le dernier point, je n'ai pas noté à quelle heure on a commencé, donc on a commencé assez tard finalement. J'ai fini mon temps ou quelqu'un... Pardon? D'accord. Donc j'ai une dernière partie pour essayer de donner une illustration de ce problème des territoires en lutte. C'est une œuvre d'Adam Lowe dont j'ai parlé tout à l'heure, donc d'essayer de trouver une autre projection de choses que nous connaissons admirablement, qui sont le globe, mais à chaque fois de faire un décalage pour nous le rendre non familier, disons, pour qu'on sente que ça va dans une autre direction. Et le cas que je voudrais prendre, puisque nous sommes tous un peu mobilisés par la conférence climat de Paris en 2015, et puis je pense que ça peut intéresser votre école de participer d'une certaine façon, je ne sais pas ce que vous faites pour cette conférence climat, c'est d'analyser comment on peut modifier la représentation même, au sens à la fois politique et artistique, de ces territoires en lutte. Rappelez-vous l'image de New York, oui, nous savons qui est responsable, l'occupation des territoires, la transformation des territoires, la défense des territoires, est une vieille question géopolitique. Demandez aux gens d'Ukraine ou de Crimée, ils savent parfaitement ce que ça veut dire, mais redevient aussi une question de politique dans un autre sens, au sens cette fois-ci aussi de politique scientifique, en tout cas clairement dans la question du climat. Et donc, je dois parler une minute de la conférence climat de 2015, qui est un cas absolument étonnant d'une transformation des territoires, puisque ça concerne en même temps toute la planète, mais de façon complètement différentielle. Et dans un livre d'une immense importance écrit par Stephen Haykout et Amy Down, qui s'appelle « Gouverner le climat », point d'interrogation. Le point d'interrogation est évidemment essentiel. On ne peut pas gouverner le climat, et personne n'imagine un gouvernement du climat qui serait en quelque sorte un mélange entre M. Obama, M. Fabius, et qui appuierait sur des boutons pour faire une espèce de système de thermostat généralisé sur l'ensemble de la planète. On est dans une situation justement où la notion même de gouvernement se trouve modifiée. La notion de gouvernement, dont j'ai parlé avec l'image de Hobbes, elle avait un sens quand on pouvait avoir un État avec un territoire borné dans une situation terrestre stable. Ça pouvait avoir un vague sens de dire que je gouvernais, et on sait que ce sens-là a été évidemment disputé. Mais quand il s'agit de l'Anthropocène, c'est-à-dire de se trouver dans une situation où nos actions politiques entraînent des réactions qui nous retombent dessus, mais pas forcément au même endroit, sous la forme de transformation climatique, de transformation des sols, de transformation des océans, qui sont maîtrisés par personne, mais qui néanmoins font partie de l'histoire commune, de ce qu'on pourrait dire même la géohistoire commune, la notion de gouvernement n'a pas beaucoup de sens. Et donc, les COP, c'est-à-dire ces conférences de partis, COP, c'est Conference of Parties, qui se succèdent maintenant depuis 25 ans et qui vont être à Paris l'année prochaine, oui, cette année, en décembre 2015, échouent successivement à prendre des décisions à la hauteur des menaces ou des alertes, disons, telles qu'elles sont exprimées par les scientifiques. Donc c'est pas, évidemment il n'y a pas de, malgré la conférence, la controverse, la pseudo-controverse qui ne court que dans les médias, il n'y a pas de désaccord scientifique sur l'importance des enjeux, mais il y a une inaction politique qui est largement due justement à la difficulté de représenter des territoires comme des territoires en lutte. Ou plutôt, on a une idée des territoires en lutte sous la forme des États-nations qui sont en lutte, mais on ne sait pas ce que veut dire des territoires en lutte sous la forme de ce qu'il faudrait presque appeler des écosystèmes en lutte,
qui se battent en quelque sorte pour leur propre survie. Et donc il y a un vrai problème de représentation politique et géopolitique qui se pose avec cette COP dont vous avez entendu parler, et non, vous allez entendre parler beaucoup jusqu'en décembre. L'idée habituelle, c'est de dire que c'est une grande conférence diplomatique, elle va réussir, si elle ne réussit pas, nous changeons de trajectoire et nous risquons des choses abominables, avec, comme d'habitude, dans les médias, l'opposition usuelle en disant « mais non, pas du tout, c'est pas si grave que ça, la Terre s'en remettra, etc. » La Terre s'en remettra forcément, d'ailleurs, c'est nous qui sommes en question. Donc, le problème, c'est d'arriver à donner une forme à ces discussions, et vous comprenez qu'on n'est plus du tout là dans une question de paysage, on est dans une question de géopolitique. Et c'est ce changement-là qui nous intéresse de faire. Et donc, excusez-moi pour la... Dans notre école, avec beaucoup d'autres universités du monde entier, on essaie de faire en mai, c'est juste pour vous donner un exemple, une espèce de simulation, comme on peut la faire dans une école, dans un théâtre, aux Amandiers, dans la banlieue de Paris, le grand théâtre de Patrick Chéreau, une simulation où on essaie de représenter simultanément à gauche, vous avez les différents pays classiquement définis, donc ceux qui ont des bords et des frontières d'États-nations tels que les États-nations ont été inventés depuis le XVIIe siècle, très précisément depuis le traité de Westphalie, et à droite, des entités qui sont des entités pas du tout représentées du point de vue des États-nations, des entités transversales. On n'a pas vraiment de terme pour elles. Donc il y a évidemment des entités qui sont déjà plus complexes, comme l'Europe, qui est déjà un assemblage d'États, mais vous en avez d'autres qui sont par exemple l'océan, les forêts, les peuples indigènes. Les peuples indigènes représentent, je vous le rappelle, 285 millions d'habitants sur Terre, donc ils sont plus importants en nombre que les États-Unis. Inutile de dire que leur rôle politique n'est pas celui des États-Unis. Mais c'est pour vous montrer l'intérêt d'essayer d'imaginer une négociation où on représente officiellement, de façon explicite, les luttes de territoire et non pas simplement une situation où les États, représentant donc les humains de façon assez classique, s'entendent ou le plus souvent ne s'entendent pas. Je ne sais pas si vous le voyez, l'avant-dernier, enfin le dernier, est très intéressant, c'est une question qui devient centrale pour la définition des territoires, c'est les réserves de pétrole et de charbon laissées dans le sol. C'est un point technique qui va devenir très important pour la négociation en décembre. Si nous continuons à mettre dans l'atmosphère les réserves connues, prouvées, de pétrole et de charbon, dont on a encore, on peut le faire dans les 20 ou 30 prochaines années, on passe à non plus 2 degrés, ni 4 degrés, ni 6 degrés, mais certains disent même 8 degrés, c'est-à-dire des transformations qui n'ont pas été connues de la Terre depuis, là on passe des centaines de millions d'années. Donc on est dans une situation complètement imprévue. Et donc la proposition qui va être faite à Paris est de dire il faut que au minimum 75% de ces réserves connues soient laissées dans le sol. Donc vous imaginez une situation géopolitique assez extraordinaire dans laquelle il faut dire à l'Arabie Saoudite vous avez du pétrole, mais maintenant vous le laissez sur place. À la Chine, vous avez du charbon, mais vous le laissez sur place. À l'Écosse, vous avez du pétrole, mais vous le laissez sur place. C'est-à-dire qu'une situation de retraite, une situation d'abstinence, d'ascèse, je ne sais pas comment il faut dire, qui évidemment ruine les investissements faits dans ces pays d'un trait de plume. Donc par exemple, si c'est pas extraordinaire, une décision positive avait lieu à Paris en décembre, les investissements des pays et des firmes comme Total, Schlumberger, etc., ne valent plus rien du jour au lendemain. Si on doit rester dans les 2 degrés qui restent un peu la limite idéale de ces opérations. Donc évidemment, il s'agit d'une simulation. En vrai, ça ne va pas se passer comme ça. Mais c'est l'objet d'une forme de mélange de formes artistiques et politiques fait dans un théâtre qu'on peut faire justement avec des élèves. Parce
que les élèves ont cette particularité, c'est qu'ils vont vivre dans ce monde-là, donc ils ont 20 ans comme vous, mais eux, c'est le monde dans lequel ils vont être, c'est pas le monde dans lequel moi et beaucoup de gens ici seront. Donc il y a un intérêt à ce que ce soit eux qui se prennent en charge ces questions de territoire en lutte. Vous voyez qu'on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec la question du paysage. On est des choses d'ailleurs que Gilles Clément montre très souvent dans ses livres et dans ses œuvres. On est dans une géopolitique des sols. Vieille question de politique, mais complètement renouvelée par l'intensité des conflits de la géopolitique. Juste un exemple que j'ai découvert la semaine dernière en étant en Hollande, drôlement intéressant. Les Hollandais, évidemment, vivent ces situations de façon un peu différente, puisqu'ils ont simultanément inventé le paysage. Le paysage et la nature morte sont des inventions très largement hollandaises, mais ils ont aussi inventé un pays entier construit artificiellement sur la mer. Donc il y a une sensibilité aux questions anthropocéniques extrêmement forte en Hollande, et j'ai découvert une chose qui existe depuis la fondation de la Hollande, donc ça a 800 ans, qu'en fait ils élisent simultanément à chaque élection, ils élisent un parlement, mais ils élisent les représentants des bureaux de l'eau et des digues, Waterschappen, je ne sais pas comment on le prononce exactement, qui jouent évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, un rôle absolument colossal dans la définition de ce que c'est qu'un pays comme la Hollande, un pays entièrement fabriqué de main d'homme en quelque sorte. Donc en Hollande est simultanément le pays, disons, canonique du paysage et aussi celui du territoire entièrement construit et évidemment maintenant entièrement menacé. Donc l'élection en particulier cette année du bureau de l'eau et des digues, c'est quelque chose d'aussi sérieux que celle. Enfin, je ne suis pas arrivé à obtenir le taux d'abstention, par contre. J'aurais bien aimé avoir le taux d'abstention. Si c'est comme les syndicats ou ça peut être moins important que je le crois. Mais en tout cas, c'est pris suffisamment au sérieux. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'une double loyauté sur le même territoire. Que le même territoire est représenté simultanément par des élections, disons, d'humains classiques, et aussi des représentants qui représentent bel et bien des forces qu'en Hollande on ne peut pas dire des forces de la nature, puisque ce sont des forces de la nature entièrement artificialisées, anthropisées, qui permettent à la Hollande même d'exister comme sol. Cette question propre à la Hollande, elle est maintenant, je crois, assez générale. Elle devient en fait, évidemment le cas hollandais est particulièrement fort, mais je crois qu'elle devient complètement générale. Voilà les élèves de l'école des arts politiques qui sont aux Amandiers en train de préparer cette scénographie qui aura lieu à la fin de mai. Donc pour conclure, sur cette question de territoire, la raison, et qui est une des clichés de l'histoire de l'art, du moment de l'invention du paysage dans sa relation avec la découverte du Nouveau Monde, ce qui arrive comme territoire maintenant, c'est-à-dire ce retour de la notion de territoire, mais complètement différente du paysage, est évidemment lié à une situation qui est l'équivalent, je pense, en importance des grandes découvertes. Enfin, on met ça entre guillemets parce que ça n'est plus très politiquement correct de parler de grandes découvertes. Disons, le grand moment de l'expansion européenne sur des terres qui ne leur appartenaient pas, mais qu'ils ont considérées comme leurs, la prise de terre, disons, des colonies, qui commence avec Colomb, et maintenant dans une situation qui est évidemment plus celle du tout de la découverte de nouvelles terres, mais qui ressemble quand même furieusement par les transformations artistiques, politiques, intellectuelles qu'elle demande, qui est la découverte d'une nouvelle façon de notre terre de s'agiter et de réagir à nos actions. Donc c'est quelque chose, je signale ça parce que tous les arts ont été transformés par les grandes découvertes, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, je parlais de Ben Jonson, typique de cette transformation, Shakespeare évidemment, les sciences, l'architecture, tous les arts
De même, je pense qu'il faut se préparer, et c'est une des choses importantes à dire dans une école d'art, à une transformation aussi profonde au moment de l'irruption, non pas d'une Terre en extension, non pas d'une Terre en plus, il n'y a pas, non pas de deuxième Terre, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, mais il y a la même planète, simplement elle est dans une situation de relation à nous différente. C'est une nouvelle Terre, une nouvelle façon d'être sur Terre, disons, et une nouvelle façon de la Terre de réagir à nos actions, mais l'ampleur de la transformation, en tout cas pour les Occidentaux, est du même ordre que celle des grandes découvertes. Donc, j'ai mis en bas deux slogans pour fixer un peu dans votre esprit cette transformation, plus ultra, qui était le slogan, enfin la devise plus exactement, de l'Empire espagnol, comme vous le savez, c'est-à-dire cette idée qu'on allait passer au-delà des colonnes d'Hercule et qu'on allait toujours s'étendre plus loin. En fait, ce qui voulait dire qu'on prenait la terre de gens qui l'avaient occupée pendant des dizaines de millions d'années, en disant milliers d'années, en expliquant que c'était qu'il n'avait pas de droit de propriété, donc la prise de terre, et une devise qu'on a de la peine à articuler, parce qu'elle suppose des transformations mentales, philosophiques, anthropologiques absolument considérables, mais qu'au fond, on a un peu tous en tête quand on nous dit qu'on n'a qu'une seule terre, et qui passe par des tas de transformations du paysage, de l'occupation des sols, de la façon dont nous décidons de nous alimenter, de nous déplacer, de construire nos villes, toutes ces questions qui sont au cœur de la politique, donc on n'ose pas dire écologique, parce que c'est plus du tout de l'écologie, mais non, la politique de la terre, je ne sais pas comment il faut dire, qui serait plus intra, c'est-à-dire non pas en extension, plus ultra, mais en retour, en réinscription, en redéfinition de l'enracinement, avec évidemment, on ne peut pas éviter le problème politique que cela représente, ce qui est très important, en particulier en Europe en ce moment, qui est ce rapport assez ambigu pour le moment entre l'appartenance, l'identité, le retour à des identités et le réenracinement dans des terres, dans des territoires. Ça ressemble un peu, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je symbolise ça par une phrase, je finirai là-dessus, le retour de la terre n'est pas le retour à la terre. Le retour à la terre, c'était un slogan, disons, de revenir au passé archaïsé, mais le retour de la terre oblige à des transformations qui ne sont pas toujours en accord, en tout cas, ça c'est sûr, avec l'idée, la devise, la fière devise de l'Empire espagnol, plus ultra. Et donc voilà quelques pensées que je voulais méditer avec les élèves et vos participants ici. Je vous remercie.